Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Un tour de l'île en hommage aux victimes du glissement de terrain du 26 novembre dernier à Af-Ahiti, mais aussi un appel aux dons. C'est ce que proposait l'association Local Rider 987 avec son Fa'ati Memorial Tour. L'appel de détresse d'un père de famille qui refuse de se retrouver à la rue. La préparation et la vente de Mon'œil ne suffisent pas à subvenir aux besoins essentiels de ses proches. C'est l'un des socles du patrimoine polynésien. La Société des études océaniennes œuvre discrètement depuis plus d'un siècle pour conserver et diffuser l'histoire du pays. Ce soir, nous recevons le vice-président de la SEO, Ra'anui Donassan. Il est également l'arrière-petit-fils de Marau Ta'aroa. Il vient de rééditer un ouvrage sur les mémoires de la dernière reine de Tahiti. Enfin, comme chaque dimanche, nous plongerons dans nos archives avec ce soir un focus sur le transport en commun et l'emblématique truck de Tahiti, des images à découvrir en fin de journal. Vive émotion cet après-midi à Af-Ahiti, 25 jours après l'éboulement qui a coûté la vie à 8 personnes. Les Riders ont rendu hommage aux victimes. Une centaine de deux roues ont ainsi rejoint le Fa'ati Memorial Tour organisé par l'association Local Rider 987. Parmi les participants, le père de la fillette de 3 ans qui a perdu la vie dans le glissement de terrain. Il s'est recueilli avec d'autres membres de la famille sur les lieux du drame. Mérénie Gamblin et Marcel Bonneau. Les larmes sont difficiles à contenir. La douleur est vive au pied de la montagne. 8 personnes ont été ensevelies ici il y a moins d'un mois. Appelées à se rassembler par la communauté des Riders, les proches se recueillent, unis et solidaires malgré le chagrin. Profitez de votre proche, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est la première fois que je vois ça. Oui, dans ma vie. Hein. J'ai 82 ans. Oui, je suis très content. Oui, très content de ces gens-là. À l'origine de ce mémorial, Jackie Taourou et son association Local Rider 987. Il a réuni une centaine de deux roues pour ce tour de l'île jusqu'à Af-Ahiti. L'occasion aussi de récolter des fonds pour les familles endeuillées. Quand il faut participer à quelque chose, un bel événement pour une bonne cause, je suis là. La collecte sera versée à la famille de Af-Ahiti, dont Sylvain, le papa, qui est avec moi dans ma voiture. La date du 21 décembre n'a pas été choisie au hasard. Elle fait écho à un autre drame. Il y a 2 ans, jour pour jour, Kailina perdait la vie sur la route à moto électrique. Sa mère a tenu à être présente. Cette action-là, ça va servir aussi à nos jeunes, moins jeunes aussi, de prendre en compte et de se rendre compte que les accidents sur la route, ça arrive vite et qu'il faut faire attention. Avec 30 morts sur les routes du Fénois depuis le début de l'année, ce message de prévention s'adresse à tous. Il accompagne cet hommage collectif rendu aux victimes d'Af-Ahiti, dont le souvenir restera gravé dans les mémoires. Temps de silence et de recueillement une semaine après l'attentat antisémite de Bondi Beach en Australie. À 18h47, heure exacte de l'attaque, des bougies ont été allumées et 1 minute de silence observée pour honorer les 15 victimes tuées lors de la célébration juive de Hanouka. Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, s'est dit déterminé à durcir la législation sur les armes à feu et encadrer de manière plus stricte les manifestations de masse. On l'écoute. Nous sommes ici pour annoncer une série de mesures essentielles pour la Nouvelle-Galles du Sud. Tout d'abord, le gouvernement mettra en place de nouvelles lois pour interdire les symboles haineux et donnera davantage de pouvoir à la police pour retirer les couvre-visages lors des rassemblements publics et des manifestations. De plus, des mesures supplémentaires seront envisagées pour lutter contre les slogans haineux. Dès lundi, la législation interdira l'affichage public de symboles terroristes tels que les drapeaux de l'État islamique ainsi que toute manifestation publique. Il est essentiel que nous établissions une législation qui respecte pleinement la Constitution. Et pour en savoir plus au sujet de cet hommage de la population australienne aux victimes de l'attentat du 14 décembre,
N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie commémorative. Autre actualité, le transport aérien est perturbé aux Marquises. Un vol a été annulé 2 jours de suite à Hivaoa. 35 passagers sont bloqués sur l'île depuis hier. En cause, une panne technique survenue avant le décollage. Un bruit anormal a contraint l'équipage à freiner et à faire demi-tour vers le parking. Les passagers ont été débarqués puis hébergés dans des pensions pour la nuit. Le vol était reprogrammé pour 15 h aujourd'hui, mais après l'enregistrement, la panne n'était toujours pas réparée et l'appareil est resté cloué au sol. Les conséquences sont parfois lourdes pour les passagers, ils le disent à Ayata Tarahu. C'est juste un peu pénible d'être bloqué ici. Nous, on est en vacances, donc c'est pas très grave, mais ça nous bloque quand même 2 jours de réservation qu'on avait déjà pris sur Tahiti. J'ai une connexion sur Fakarava avec mes ouvriers pour un chantier sur Fakarava. Je suis bloquée, donc je vais arriver, j'aurai plus le temps de faire les courses. Si on décolle demain, hein. Mais non, bonsoir. Non, mais effectivement, foutez-moi un avion qui marche, qui décolle, quoi. C'est notre argent, non? Je vis déjà là et ça me permet d'avoir un peu plus de vacances. Mais c'est plutôt pour ceux qui ont un travail sur Tahiti. Voilà, image signée Dylan Fels. Et puis le directeur de la compagnie nous a indiqué faire le point sur la situation avant de revenir vers nous. Les passagers sont dans l'attente d'une solution. Ce cri de désespoir à présent de Daniel, un père de famille de 53 ans, sans emploi depuis 1 an. Sa femme, son fils et lui survivent grâce à la fabrication et la vente de mon-œil artisanal au marché de Papeete. Mais leurs revenus sont insuffisants pour couvrir toutes les charges. Daniel s'inquiète pour sa famille et refuse de se retrouver à la rue. Le reportage de Kaline Liénard et Taïva Ribé. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'étais installateur de chauffe-eau électrique, j'ai travaillé à Batipol, enfin, dans la menuiserie. À 53 ans, Daniel cherche encore un travail stable. Grâce à toutes ses expériences professionnelles, il a pu construire sa maison. Mais depuis 1 an, il peine à se faire embaucher, même en étant patenté. Les réponses que je reçois le plus souvent, c'est vous êtes trop âgé, vous habitez trop loin, alors que j'ai une moto Esprit pour permettre d'aller loin, ou je n'ai pas les critères qui leur correspondent. Je ne sais pas quels critères parce qu'on ne me le dit pas. Depuis 13 ans, Daniel produit du mon-œil artisanal, aidé par son fils Keona. Les bouteilles sont vendues au marché, mais la famille peine à s'en sortir. On va dire que c'est à perte parce que des fois on peut faire 0 dans la journée et on est obligé de sortir de notre poche pour pouvoir payer notre emplacement, quoi, hein. Et ça arrive souvent. S'il n'y a personne qui m'embauche et j'ai pas de diplôme, il n'y a que ça qui peut m'aider dans la vie. Mais c'est quoi ton rêve plus tard? Mais mon rêve, c'est plus pilote d'avion. Pour le premier trimestre, il a eu son bulletin de félicitations. Je ne vais pas pouvoir le remercier du travail qu'il a donné pour mériter ce bulletin de félicitations, ce qui est dommage. Daniel souhaite vendre sa moto afin de rembourser ses crédits, mais surtout pour payer les charges du quotidien. 3 fois de suite, on nous a refusé les bons alimentaires. Pourquoi? Parce que comme ma Vainée, elle avait du mal à payer son RNS, donc la CPS a refusé automatiquement. Ce samedi, Daniel roule pour la bonne cause et probablement pour la dernière fois avec ses amis de l'association Tahiti Bikers. Là, je vais offrir un petit quelque chose à ces enfants hospitalisés. De l'autre côté, je n'en parle pas parce que j'aide aussi des amis, de la famille quand ils sont dans le besoin parce que pareil, ils sont dans des difficultés financières, ils ne trouvent pas de travail. Malgré ses déboires, Daniel garde le moral et continue d'aider. Son dernier espoir, que l'IEOM accepte de stopper ses crédits. Sinon, sa famille risque la saisie de la maison et de se retrouver à la rue. Focus maintenant sur la plus ancienne société savante de Polynésie française. Depuis plus d'1 siècle, la Société des études océaniennes collecte, analyse et valorise les savoirs et traditions polynésiennes. Son conseil d'administration se réunissait justement hier. Le dernier bulletin est un hors-série dédié au repérage de l'espace-temps, Matar i Nia, Matar i Raro. Les détails avec Turo Rugerard et Patrick Tsinsing. Cette célébration des Pléiades, Marutere l'a écrite lui-même. Un goût pour l'écriture qui l'accompagne depuis toujours. Aujourd'hui, il le cultive aussi au sein de la Société des études océaniennes.
Membre depuis 1 an et demi, cet étudiant en langue polynésienne espère un jour compter parmi les auteurs de ses ouvrages. Cette association, moi je dirais plus comme une institution, elle est fondée depuis 1917. C'est une institution pour moi qui s'est ancrée dans la tradition, dans l'histoire justement et dans le temps. Et je pense que c'est important pour la jeune génération, pour s'intéresser à l'histoire, à la recherche et tous les domaines qui justement viennent se mêler à cette association. Il y a alors le Matar Inia que je vais mettre là, c'est le dernier numéro double. Publié le mois dernier, ce bulletin croise plusieurs regards sur la place de Matari au sein de la société. Le 20 novembre, désormais jour férié en Polynésie, marque l'entrée dans le cycle de l'abondance, un repère essentiel dans le temps et dans l'espace. Matar Inia est la partie visible qui indique le moment où les gens célèbrent l'abondance, la fertilité, la régénération de la nature. Pour moi, ce bulletin a été, un balayage, un éventail de tout ce que nous, Polynésiens d'aujourd'hui, sommes capables de produire en rapport avec cette notion de Matari. En cette fin d'année, le conseil d'administration dresse le bilan. Fondée en 1917, l'association SEO est aujourd'hui un pilier de la culture et du patrimoine polynésien. On a fait un petit peu le bilan du point fort de notre fin d'année avec la réédition des mémoires de Mara Utaharua par notre vice-président. Et on a évoqué aussi les grandes lignes de ce qu'on allait proposer pour la rentrée. On a parlé de notre communication qui est un point fort qu'on essaye de booster. Les mémoires de Mara Utaharua, dernière reine de Tahiti, sont rééditées sous la direction de son arrière-petit-fils, Ra'anui Donasson. Un hommage à sa volonté, préserver la mémoire d'un monde ancien et la transmettre aux générations futures. Une séance de dédicace est prévue le 23 décembre dans une librairie de Papeete. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ra'anui Donasson, arrière-petit-fils de Mara Utaharua. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur la première. Bonsoir, Cybèle. Vous êtes ici à double titre, car vous êtes aussi, on l'a entendu, vice-président de la Société des études océaniennes. La SEO a réédité les mémoires de Mara Utaharua, dernière reine de Tahiti. Quels sont les changements que vous avez apportés à cette nouvelle édition ? Alors, la Société des études océaniennes avait décidé depuis longtemps de rééditer ses mémoires. Nous n'avions pas eu les autorisations voulues. Et depuis que je suis vice-président, j'ai pu m'occuper de tout cela. Et nous avons pu apporter à ce livre, qui est quand même un livre majeur dans l'histoire de la Polynésie française, puisqu'il retrace l'histoire depuis la création des dieux, de toutes les coutumes anciennes, les traditions, jusqu'à Aritaimei, donc jusqu'à la bataille de Feipi en 1815. Qu'est-ce que vous avez apporté comme modification ? Donc, ce que j'ai rapporté, c'est de mettre en plus des explications de notes en bas de page pour expliquer aux jeunes d'aujourd'hui, à tous les lecteurs qui prennent ce livre, tous les détails que l'on n'avait pas autrefois. Donc, toutes les explications sont facilitées par ces notes en bas de page. J'ai rajouté également des photos. Il y a toujours les anciennes photos, mais je les ai mises au goût du jour, je les ai filtrées, colorisées et tout ça. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de très important qu'il n'y avait pas, ce sont des plans généalogiques qui vont permettre à tout lecteur de pouvoir retrouver, parce que quand on descend du dieu Ta'arua Nui Taitumu pour arriver jusqu'en 1815, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors cet ouvrage est vraiment, vous l'avez dit, un incontournable du patrimoine littéraire polynésien. Mara Utaharua, c'était une descendante des Teva, grande famille royale de Tahiti. Elle a été mariée à Pomare V, un mariage politique, avant finalement de finir sa vie avec Ernest Salmon, un officier français. En quoi son témoignage est précieux ? Quel est le contenu finalement du livre ? Alors Ernest Salmon était son fils, ce n'était pas son mari. Voilà, donc comme quoi on s'y perd dans les généalogies. Voilà, vous avez raison. donc Ernest Salmon, qui lui aussi a écrit un ouvrage sur l'ancêtre Alexander Salmon. Mara Utaharua a fini sa vie seule. Donc après le divorce du roi, elle a continué à œuvrer pour la population. Et donc elle s'est attelée justement, surtout à partir de la grippe espagnole, lorsqu'elle a vu les anciens disparaître, elle s'est dit, je suis une des dernières à avoir connu cette époque-là, donc il faut que je transmette. Donc chez nous, dans la famille, c'est un devoir de transmission
à nos jeunes d'aujourd'hui, parce que nos jeunes ont soif de pouvoir, ils ont envie de connaître leur histoire. Et par ce livre-là, ils vont avoir vraiment un ouvrage très intéressant qui va pouvoir leur permettre de remonter jusqu'à nos origines avec nos traditions, nos coutumes et tout. Et quelle est votre place, vous, dans la généalogie? Quelle est dans la descendance? Alors, je suis l'arrière-petit-fils de la reine Maraut Arwa. J'ai été élevé dans ma jeunesse par la princesse Tekau, donc la fille cadette de la reine Maraut Arwa, et je suis le petit-fils d'Ernest Salmon, le dernier enfant de la reine Maraut, qui est né après le divorce de la reine avec le roi Pomare V. D'accord. Et donc, son père, c'était du coup... Alors, le père d'Ernest Salmon, c'était l'amiral Ernest François Fournier, qui était un grand amiral de la flotte et qui est enterré au Panthéon. Merci beaucoup, m'éclairer. Alors, c'est vraiment un texte rare, hein, le seul témoignage rédigé par une femme tahitienne et issue de la noblesse. Elle voulait, vous l'avez dit, sauvegarder la mémoire ancienne de Tahiti. Alors, il ne faut pas confondre cette réédition avec un autre livre sorti en 2024 grâce à l'éditeur Au Vent des Îles. Il s'agit cette fois des souvenirs de Maraut Arwa, un manuscrit que vous aviez trouvé dans un appartement familial à Nice. C'est exact. Alors justement, comme vous le disiez, il ne faut pas confondre, parce que autant les mémoires de Maraut Arwa sont un roman historique, en fait, c'est historique, alors que les souvenirs sont autobiographiques. Mais si vous voulez, c'est un peu la suite, puisque là, ça s'arrête à Aritaimei et que le livre de l'année dernière commence à Aritaimei pour finir jusqu'à 1935, le décès de la reine Maraut. Alors, revenons à la Société des études océaniennes. En 2027, elle fêtera donc ses 110 ans. C'est la plus ancienne société savante de Polynésie française, on l'a dit. Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ? Eh bien justement, on continue. Donc, elle avait été créée justement pour sauvegarder le patrimoine, l'ethnographie, les coutumes. Vous avez encore des trésors dans vos bibliothèques, parce que vous avez une vaste bibliothèque, un fonds incroyable. Oui, nous avons de très nombreux ouvrages. Et nous avons des trésors également et nous comptons justement les mettre à la disposition du public. Ce qui nous manque pour le moment, c'est un local. Nous sommes abrités au service des archives, mais nous aimerions avoir quelque chose de plus important pour pouvoir permettre aux gens de venir et de pouvoir consulter ces ouvrages, de pouvoir nous poser des questions. Actuellement, nous sommes à bureau fermé, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, on peut devenir membre facilement de la Société des études océaniennes. Oui, tout à fait. Nous avons un site internet sur les réseaux sociaux et nous pouvons télécharger le bulletin et s'adhérer. Merci beaucoup, Ra'anui Donasson, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je rappelle que les mémoires de Maraut Arwa sont en vente dans les librairies de la place et que vous proposez une dédicace mardi matin. Merci beaucoup. Donc, mardi matin chez Odyssée. Merci beaucoup. Visite à présent des hauts plateaux de Tahiti. Ils abritent des espèces d'arbres dont certains sont menacés de disparition. Au fond de la Punaru, une association se mobilise depuis des années pour sauvegarder des dizaines d'espèces endémiques. Certaines essences sont si rares qu'on en a oublié le nom. Matai Tutave. Le plateau de Maratia, connu pour ses orangers, abrite bien d'autres trésors. Le Tamure Moa, par exemple, est endémique à Tahiti et malheureusement menacé d'extinction. On ne compte plus qu'une centaine d'individus sur l'île. D'autres essences sont si rares que l'on a oublié leur nom tahitien. Il y a des plantes pour lesquelles on n'a pas retrouvé de nom. On n'a qu'un nom latin. Xanthoxylum nadodi, par exemple. On a 3 plants sur le plateau. Depuis 2017, l'association Tereu Atiati préserve plus d'un hectare de forêt entouré d'une barrière pour éviter l'intrusion de cochons sauvages. Autre menace, le rat. Plus de 300 pièges comme celui-ci ont été disséminés dans la zone et aux alentours. Nous, on aime bien parce que ça nous permet de faire autre chose à la place. On a juste à venir vérifier les pièges, s'il y a toujours du gaz, et se remettre l'appât. Ils mangent les graines, peu importe indigènes, endémiques, orangés, ils mangent les graines, donc il n'y aura pas de repousse au pied des arbres. Les espèces envahissantes végétales ne manquent pas. On y retrouve le tulipier du Gabon, le falcata ou encore les lianes pisciflores. Mais les arracher ne suffit pas. Nous avons mis en place une pépinière sur le plateau sur laquelle nous faisons germer et pousser des espèces indigènes et endémiques. Certaines à croissance rapide pour être replantées dans notre enclos à la place des plantes qui ont été des plantes envahissantes qui ont été éliminées. Et on voit la différence entre un plateau qui est entretenu et un plateau où il n'y a pas d'entretien durant l'année. Ça se voit sur les orangers, comme l'année dernière.
cette année, en juillet, le plateau de Maritel a plus donné que celui du Tirata. Le plateau, situé à plus de 4 heures de marche, abrite bien d'autres espèces indigènes. Malgré son accès difficile, l'association y est présente au moins 10 jours par mois pour y mener à bien ses missions, grâce notamment aux subventions de la commune de Punaouia et aux fonds européens. On plonge dans nos archives à présent avec ce sujet sur l'emblème du transport en commun à Tahiti, le truck bien sûr. En 1976, il fallait réglementer la circulation de ces camions adaptés au transport de passagers. C'est notre Fénois d'avant de ce soir. On remet de l'ordre dans les trucks du côté de l'administration en attendant que la nouvelle réglementation prévue pour les transports en commun soit votée par l'Assemblée territoriale. Il ne faut pas être expert en économie pour comprendre qu'un bon nombre de lignes exploitées par les trucks ne sont pas rentables. Chaque automobiliste a suivi des dizaines de fois ces trucks qui, en dehors des heures de pointe, vont et viennent sur la côte est et ouest avec 3 ou 4 passagers et quelques fois même à vide. La conséquence est que certains trucks roulent à perte. Dès lors, les dettes augmentent, le carburant, les traites, les réparations, l'entretien. Devant une telle situation et dans une économie beaucoup moins solide aujourd'hui qu'hier, les pouvoirs publics ont décidé de réactiver un texte de 1963 réglementant les transports publics, texte qui était tombé en désuétude, qui n'avait jamais en fait été appliqué. Un texte applicable aux trucks bien sûr, mais aussi aux taxis et aux cars touristiques, bref, à ce que l'on classe sous l'intitulé « Véhicules destinés au transport public en commun de personnes ». Le quota des véhicules est désormais fixé à 300 pour Tahiti. C'est un peu plus que le nombre de véhicules actuellement en service, mais il a été tenu compte de ceux qui ont été commandés et qui vont donc être livrés. Et puis, tous ceux qui pratiquent le transport en commun devront se mettre en règle avec le service des travaux publics et des mines, et cela avant le 15 février prochain. Bref, une situation qui devrait se clarifier dans les jours qui suivent, tout cela en attendant le vote du nouveau texte réglementant ce corps de métier. Et l'actualité de ce dimanche a été marquée par ce tour de l'île en hommage aux victimes du glissement de terrain du 26 novembre dernier. Une centaine de 2 roues ont rejoint le Fahati Memorial Tour organisé par l'association Local Rider 987. Local Memorial Tour organisé par l'association Local Rider 987. Un appel organisé par l'association Fascinant sur la première la série par l'humanité dimanche demain. Ne manquez pas l'humanité occupée par l'association. On se retrouve demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.